bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78. Actualité et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 28 janvier. Le chômage a largement reculé en 2021 dans le département, moins 9,7% pour la catégorie A, si bien que le nombre de demandeurs d'emploi est revenu à un niveau similaire à celui d'avant la crise sanitaire. Comment expliquer cette diminution ? Philippe Camp, directeur territorial de Pôle emploi Yvelines, est notre invité. Les 17e Olympiades des jeunes bergers, la finale régionale de ce concours national visant à valoriser le métier d'éleveur de brebis se déroulait ce vendredi. C'était à la bergerie nationale de Rambouillet, 12 élèves d'établissements agricoles étaient en lice. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie dans les Yvelines pour samedi, dimanche et dans les jours à venir, c'est à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Et ce sera bien sûr, comme d'habitude, avec mon acolyte du vendredi, c'est Bichente Mayen Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Qui m'accompagne tous les vendredis dans cette émission, même si à ma place la semaine dernière, il y avait Justine Brasier qui a assuré le relais. Quel est le programme du jour, Bichente ? Aujourd'hui, pas mal de musique. D'abord, mon invité, qui est un chanteur humoriste qui viendra parler de son concert et aussi du jazz. Et ce sera tout à l'heure, bien sûr, dans le 7-8 Week-end. Nous vous l'annoncions cette semaine dans le journal, tout comme au niveau national, le chômage a nettement baissé en 2021 dans les Yvelines, moins 9,7% pour la catégorie A, celle des personnes sans activité, un niveau un peu moins fort qu'au niveau national, là où la baisse est de 12%, mais elle reste dans une dynamique similaire. Et en décembre 2021, le département comptait 66 600 demandeurs d'emploi de catégorie A, soit un niveau similaire de celui d'avant la crise sanitaire. On parle de ces chiffres avec Philippe Camp qui est avec nous par visioconférence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial de Pôle emploi dans les Yvelines. Alors si on regarde de plus près cette baisse, est-ce qu'il y a une catégorie d'âge ? Est-ce qu'il y a des secteurs de métiers qui sont davantage concernés par ce recul du chômage ? Alors sur la catégorie d'âge, principalement les jeunes. Donc pourquoi les jeunes ont été favorisés sur cette baisse ? C'est en lien aussi avec le plan Un jeune, une solution qui a été mis en œuvre par le gouvernement. Et donc, ces jeunes ont pu bénéficier de formations, ont pu bénéficier aussi de contrats aidés, le contrat initiative emploi qui leur a largement bénéficié puisque nous sommes sur une baisse sur la catégorie, alors là, cette fois-ci, toute catégorie, mais pour les jeunes, sur une baisse de 12,3% en un an. Alors vous disiez le plan Un jeune, une solution pour expliquer cette baisse chez les jeunes. Et si on regarde la tendance globale, est-ce qu'il y a des motifs d'explication déjà qui se dégagent pour expliquer justement cette baisse, je le rappelle, moins 9,7% pour la catégorie A en 2021 dans les Yvelines ? La principale explication, c'est la reprise économique sur un grand nombre de secteurs. Et aujourd'hui, nous avons sur le département comme en Île-de-France un certain nombre de secteurs qui connaissent encore des tensions, tels le commerce, la santé, l'aide à la personne, le bâtiment, le numérique, tout ce qui concerne aussi l'hôtellerie, la restauration, l'industrie, le transport et la logistique. Et puis un nouveau secteur en tension qui apparaît aussi, c'est la sécurité, puisqu'on est à la veille de la Coupe du Monde de rugby en 2023 sur notre région, et puis les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, il va y avoir de fortes demandes en termes de personnel de sécurité. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vous le disiez, oui, on l'explique par la reprise économique. Finalement, on a vécu une année 2020 avec 2 confinements. Il y a eu un confinement beaucoup plus léger en 2021, une reprise des activités, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Ça explique ce recul ? Oui, ça explique tout à fait le recul. Et d'ailleurs, les entreprises ont même du mal aujourd'hui, c'est ce que je disais par rapport à ces secteurs qui sont en tension, puisqu'elles ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. Il y a aussi de fait une inadéquation entre l'offre et la demande. Et tout le travail consiste aujourd'hui à faire connaître ces métiers aux demandeurs d'emploi. Et donc, nous organisons dans nos agences des rendez-vous entre les entreprises, les organismes de formation et les demandeurs d'emploi pour leur faire connaître le métier. Aujourd'hui, on a aussi une problématique sur le chômage de longue durée, voire de très longue durée, donc des personnes qui sont inscrites depuis plus de 2 ans. Le chômage de très longue durée est en augmentation et donc on est en train de mettre en place un plan de remobilisation de ces demandeurs d'emploi et effectivement de leur faire connaître les métiers qui recrutent aujourd'hui. Nous avons à notre disposition de nombreuses formations sur ces secteurs en tension et d'ailleurs en 2021, 26 000 demandeurs d'emploi ont pu bénéficier de formations. Donc, vous voyez que la formation est aussi un vecteur important pour une reprise d'emploi.
Et quand on regarde le taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin de formation, on est sur 51,7% des demandeurs d'emploi qui ont suivi une formation qui ont retrouvé un emploi, ce qui était une personne sur deux a pu retrouver un emploi. D'où l'importance de la formation pour pouvoir répondre à la demande des entreprises du département par rapport aux offres qu'elles diffusent aujourd'hui. Et je le disais en début d'entretien, on est revenu à des niveaux quasi similaires, en tout cas des niveaux, on peut dire, équivalents à ceux d'avant crise sanitaire en termes de demandeurs d'emploi. Est-ce que ça veut dire que les effets de la crise sanitaire sur l'emploi ont été totalement annulés ou c'est encore un peu trop tôt pour le dire ? Aujourd'hui, on est sur un dépôt d'offres qui est équivalent à celui de 2019. Donc, on a récupéré l'ensemble des offres qui étaient diffusées avant la crise. Et vous parlez du nombre de demandeurs d'emploi. Quand on regarde au premier trimestre 2020, on était à 65 410 demandeurs d'emploi en catégorie A. Et vous voyez, aujourd'hui, on est à 66 600. Une dernière question sur les perspectives 2022. Quelles sont-elles ? Est-ce qu'elles sont plutôt bonnes, plutôt positives sur cette année ? La reprise a été soutenue en 2021. A priori, la 2022 s'annonce de bon augure aussi. Donc voilà, maintenant, il faut trouver l'adéquation entre l'offre et la demande et bien entendu faire connaître les métiers qui recrutent aux demandeurs d'emploi, être capable aussi de leur donner des perspectives d'évolution pour aussi les attirer et faire en sorte qu'ils veulent bien prendre ces offres qui sont aujourd'hui diffusées. Et vous le disiez, notamment le secteur de la sécurité qui va avoir besoin de recrutement, des besoins de recrutement avec deux événements majeurs, la Coupe du Monde de rugby 2023 et aussi les Jeux Olympiques 2024 qui vont arriver bien sûr en France. Merci d'avoir été avec nous Philippe Camp. Mais il n'y a pas de quoi. Bonne fin de journée, au revoir. Territorial de Pôle emploi dans les Yvelines. Cette finale des Olympiades, finale régionale. Et on parlait il y a un instant d'emploi, et bien justement, la filière recherche des jeunes motivés, un éleveur de brebis sur deux partira à la retraite dans les prochaines années. Les deux candidats arrivés en tête pourront concourir au titre de meilleur jeune berger de France au Salon de l'Agriculture de Paris. Mathilde Francou. Ils sont une douzaine d'élèves de la Bergerie nationale à tenter de décrocher les 2 premières places de cette finale régionale. Pour devenir meilleurs jeunes bergers d'Île-de-France, il leur faut réussir les épreuves théoriques et pratiques. Ces épreuves sont inspirées des gestes quotidiens des éleveurs comme trier des brebis et évaluer leur état de santé. Alors l'épreuve de santé, ça consiste à attraper le mouton, à regarder les dents, à regarder les muqueuses oculaires, à regarder les pattes, à regarder les mamelles. De façon à faire un diagnostic, on va dire, santé, avec les éléments qu'on voit. Une épreuve physique qui permet aux élèves de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je sais que j'avais juste du mal à les retourner, mais si j'avais peut-être plus de temps, j'aurais réussi, mais du coup je me suis pressé et ça m'a fatigué. Ça se passe bien, il faut rester calme parce que sinon les brebis partent un petit peu dans tous les sens, mais si on reste calme et qu'on y va doucement, ça se passe très bien. Ces Olympiades sont aussi l'occasion pour les candidats de rencontrer et d'échanger avec des professionnels. C'est important de les former et puis surtout de leur filer les bons tuyaux, histoire qu'ils ne se découragent pas. Donc c'est pour ça c'est plutôt agréable de leur transmettre des choses. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer que notre enseignement est valorisable auprès des professionnels, puisque là, ce sont aujourd'hui des professionnels qui jugent nos élèves sur des épreuves pratiques et qui, normalement, doivent montrer que notre enseignement est directement applicable sur le terrain. La filière ovine propose près de 10 000 emplois d'éleveurs dans la prochaine décennie. Pour ces jeunes de 16 à 24 ans, devenir berger, c'est avant tout être en lien avec la nature et les animaux. Déjà, c'est l'éducation que j'ai reçue. Mon père était berger. J'ai un peu grandi avec les chevaux, la nature, etc. Donc je voulais partir là-dedans dans la vie. Puis j'aime bien les moutons, quoi. La proximité avec la nature, il y a plus de contact avec les animaux, je trouve, en ovin qu'en bovin. Et pour une femme qui veut s'installer toute seule, c'est bien plus facile de manipuler un mouton de 70 kg qu'une vache de 500 kg, quoi. Lauriane Conseil et Manon Battista sont les grandes gagnantes de cette finale régionale. Elles auront la chance de concourir au titre de meilleure jeune berger de France 2022 lors de la finale nationale au Salon de l'Agriculture de Paris.
Le Football Club de Versailles face à son destin. Pour la première fois de son histoire, le club joue les 8e de finale de la Coupe de France. Rencontre ce samedi face à Toulouse, pensionnaire de Ligue 2, au stadium de la Ville Rose. Coup d'envoi 16h15, 2 divisions d'écart séparent les deux équipes. Le match était initialement prévu à Versailles, mais finalement déplacé à Toulouse, faute de stade Montboron homologué. Dans les dernières heures avant le rendez-vous, les hommes de Youssef Chibi, vous le voyez, ont pu profiter des installations de Clairefontaine, le centre de l'équipe de France, pour se préparer. Les joueurs et les dirigeants ont hâte d'en découdre face à des footballeurs professionnels. Écoutez cette interview recueillie par Mickaël Elmidoro il y a quelques semaines. Bien sûr que c'est jouable, mais c'est un sacré challenge. On va essayer de le relever, on va essayer de poursuivre l'aventure. On savait bien qu'à un moment on tomberait sur un gros. Hein. Le tirage au sort nous a plutôt favorisé jusque-là, puisqu'à part Poissy qui est dans notre championnat, tous les autres adversaires étaient de division inférieure. Bon, mais ça nous a déjà donné du souci. Mais on est là. Bon, on savait qu'on tomberait sur un gros. C'est Toulouse. Ça va pas être facile, je suis d'accord. Mais Toulouse est aussi concerné par la montée, comme nous. Toulouse n'a pas toujours mis son équipe type de championnat en Coupe de France. Donc on se dit qu'un Toulouse, comme nous, focalisé sur la montée, qui ne joue pas avec forcément son 11 titulaire, ça peut peut-être être un Toulouse qu'on peut chahuter et qu'on va peut-être essayer, en tous les cas de bousculer. Et ça, c'est sûr qu'on ne va pas aller dans ce match comme des victimes résignées. Non, on va jouer notre chance à fond. Toulouse-Versailles, 8e de finale de la Coupe de France de football, c'est ce samedi. Coup d'envoi à 16h15. Le match est diffusé sur Eurosport. Allez Versailles! C'est la fin de semaine et avant d'aborder la suite et d'aborder le week-end, que faut-il retenir des actualités dans les Yvelines des derniers jours? Céline Charles vous résume le tout en 78 secondes. Skybus poursuit sa transition énergétique. 41 nouveaux bus vont être alimentés au biométhane à Trappes. Les premiers bus pourraient circuler d'ici la fin de l'année. Le centre de vaccination de Mantes-la-Jolie va déménager. Il fermera le 31 janvier et devrait ouvrir le 3 février à Magnanville, au complexe sportif Firmin-Riffaut. Le rappeur Kerry James et les footballeurs Nabil Fekir et Brian Dabo ont décidé d'offrir une bourse de 12 000 € aux titulaires du baccalauréat qui habitent à Trappes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au dimanche 30 janvier à minuit. L'acteur yvelinois Sami Outalbali est nommé au César 2022 dans la catégorie du meilleur espoir masculin pour le film Une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid. Réponse le 25 février lors de la cérémonie. Le Latmos prépare le lancement de son second nanosatellite InspireSat 7 prévu en 2023. Un an après avoir lancé le premier, il est actuellement en phase d'assemblage et a été présenté pour la première fois. La 6e édition de la semaine olympique et paralympique se déroule jusqu'au 29 janvier à Saint-Quentin-en-Yvelines avec comme objectif de faire découvrir les 3 sites olympiques saint-quentinois. De nombreux ateliers sportifs sont organisés à cette occasion. Votre rubrique Legal Checking à présent pour vérifier ce que disent les acteurs de l'actualité. Raphaël Mata-Duvigneau du collectif des surligneurs décrypte aujourd'hui une proposition de campagne d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo souhaite promouvoir le recours aux circuits courts garantissant un accès à la qualité alimentaire tout en développant l'agriculture locale. Elle propose donc un chèque alimentation durable pour acheter des produits sains et locaux. La démarche est louable, mais prévoir un système dérogatoire en privilégiant et en favorisant le recours à une agriculture locale est susceptible d'entraver les règles fondatrices du marché commun européen. En effet, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la mesure proposée par la candidate socialiste pourrait être illégale, car elle restreindrait les échanges commerciaux entre les États européens et porterait donc atteinte à la libre circulation des marchandises, principe fondamental garanti par les traités européens. Cependant, ces mêmes traités prévoient, il est vrai, des dérogations à la libre circulation. Des restrictions sont en effet possibles si la mesure envisagée a pour objectif soit la protection de la santé publique, soit la défense de l'environnement. Mais en tout état de cause, il est impossible de recourir à ces mécanismes de restriction si la mesure vise exclusivement la protection de l'économie locale. La proposition d'Anne Hidalgo ne remplit pas les conditions évoquées puisqu'elle distingue entre d'un côté les produits sains, objectif de santé publique, et de l'autre les produits locaux, objectif purement économique. Or, local et sain ne vont pas forcément ensemble, d'autant que la candidate se place clairement sur le terrain du développement économique de l'agriculture locale. Par ailleurs, pour ouvrir l'accès local
au circuit court, il faudra mettre en avant des motivations environnementales et pas seulement viser les producteurs locaux. Or, on le sait aussi, production locale et protection de l'environnement ne vont pas systématiquement ensemble non plus. Une autre difficulté se présente à Anne Hidalgo. Comment définir sain et local ? Un produit issu de l'agriculture allemande est-il moins sain que s'il vient d'Alsace ? Ou de même, un produit provenant d'un village frontalier espagnol est-il moins local que s'il vient d'une commune française située à 80-90 km ? On le voit, beaucoup d'obstacles normatifs se présentent à la maire de Paris. Le bonheur électoral est peut-être dans le pré, mais cette proposition est pour le moment trop verte. Et il faut encore labourer le terrain juridique pour la rendre conforme notamment au droit européen. Allez, c'est l'heure de sortir à présent dans les Yvelines. Et on retrouve bien sûr Bichente Meyen Santisteban. On débute cette partie idée de sortie avec votre invité, Bichente. En effet, Grégory, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Delafosse, plus connu sous le nom d'Oldelaf, qui viendra se produire demain soir, samedi 29 janvier, à 20h au théâtre de la Nacelle à Aubergenville. Bonjour Oldelaf. Bonjour, je suis ravi d'être là. Oldelaf, vous présenterez du coup pour ce concert de nombreux morceaux, notamment ceux de votre nouvelle EP L'Aventure Continue, la suite de votre album L'Aventure. Dans cette EP, on retrouve par exemple le son Demi-Dieu que vous avez clippé récemment. Voici un petit extrait. On voit tomber des bouts d'étoiles, à croire que le ciel est abîmé. On est comme des demi-dieux, on ne voit plus que nos yeux. Où est-il le joli bleu et l'Olympe est en feu? On n'est qu'à moitié heureux. Bon, l'homme n'est qu'à moitié heureux, mais j'espère que demain, vos spectateurs à Aubergenville le seront complètement. Et pour qu'ils le soient, qu'est-ce que vous leur avez concocté? Qu'est-ce que vous leur avez préparé? Écoutez, je crois que ça va être un moment historique. Je pense qu'on va se rapprocher du I Have a Dream de Martin Luther King. Enfin, ce sont des moments qui vont marquer l'histoire. Aubergenville ce nom, les gens vont évidemment converger par millions, milliards, peut-être, pour voir ce spectacle. Évidemment, on ne pourra pas faire entrer tout le monde, mais pour les gens, les chanceux qui seront dans la salle, ça va être extraordinaire. Parce qu'on va tout donner. Il va y avoir à la fois de l'émotion, il va y avoir du rire, il va y avoir des moments de fraternité. Et je pense que même si on a les masques, on s'embrassera sur la bouche tous à la fin du spectacle, tellement on sera heureux d'avoir vécu ce moment. Il y aura du coup les deux albums, enfin L'Aventure et L'Aventure Continue. Est-ce qu'on aura le droit aussi à vos classiques? Oui, un petit peu. Vous savez, les gens me supplient, les gens rêvent de tous ces tubes que j'ai pu écrire de par mon histoire chargée, mon histoire qui a gravé des souvenirs dans la conscience collective. Voilà. Et je jouerai des choses comme La Tristitude ou Le Café. Quoi. Voilà. Ça va être des moments incroyables. La Tristitude, Les Mains Froides. Après des années de chansons humoristiques et de concerts, vous n'êtes toujours pas fatigué, vous êtes toujours animé par cette passion, la même envie de retourner sur scène. J'avoue que c'est un truc qui me... Ouais, j'en ai besoin, c'est plus fort que moi. Il faut que je monte sur scène, partager des choses avec les gens, et c'est vrai que je me bats pour ça. Mais ça a été dur les derniers temps, les 2 dernières années, et puis même là, ça va être. Ce sont des moments qui sont de plus en plus précieux, j'ai l'impression. Oui, c'est ce que vous dénoncez un peu avec l'EP L'Aventure Continue, c'est ça, c'est cette difficulté aujourd'hui avec le Covid notamment? Bah oui, alors L'Aventure Continue, on est beaucoup sur le voyage. Le thème, c'est le voyage. Parce que L'Aventure, c'est un album qui parlait du voyage et qui est enregistré au voyage. Donc L'Aventure Continue. En revanche, le morceau de milieu, lui, parle des masques qui sont peut-être nécessaires parfois, et je ne me positionne pas par rapport à ça, mais qui font des frontières entre les gens et qui font qu'on se connaît qu'à moitié. On a un petit peu joué avec notre paradis et là, on s'en mord les doigts. Et quelle est la chanson que vous préférez interpréter sur scène? Est-ce qu'il y en a une en particulier? La Zoubida, mais ça n'a rien à voir avec mes chansons, évidemment. Et la Zoubida, c'est vraiment... c'est comme un hymne national. Non, pas du tout. Dans mes chansons, j'en ai plusieurs qui me... Il y en a une en ce moment qui n'est pas très connue, qui s'appelle Vous les clowns. Ça me fait vrai... Je prends vraiment mon pied quand on la chante. Mais c'est une chanson inconnue, elle
il faut venir la découvrir sur scène. Vraiment, c'est un moment, on a du mal à la chanter sérieusement, c'est compliqué. Alors j'ai une connaissance qui, quand elle était jeune, écoutait les Chats Karateka. Est-ce que vous le chantez toujours sur scène? C'est vieux, mais... Alors ça, c'était pour les enfants. On le chante quand on fait quelques spectacles pour les enfants. C'est assez rare. On n'a pas fait tourner ça depuis un petit moment. Mais c'est une chanson vraiment pour les enfants. Mais c'était du rock, du hard pour les enfants. C'était cool. Mais on la fait pas en ce moment. Oldelaf, si vous le voulez bien, restez 2 petites minutes avec nous, puisque d'autres humoristes se rendront prochainement dans les Yvelines ces prochaines semaines. Voici notre top des one-man shows à venir avec, il me semble, un ami à vous, Oldelaf. Regardez. J'ai croisé un écolo il y a pas longtemps. On s'est pas parlé longtemps parce qu'il s'est mis à pleuvoir et il s'est douché. Mais c'est vraiment bon gars, hein. Mais il m'a un peu énervé. C'est un peu flippant. Peut-être que ça arrivera un jour ici. Peut-être qu'un jour tu partiras chez les amis après un dîner, tu diras putain, ça fait chier. Oh. Avec leur jeu, j'ai rien compris, je perds à chaque fois. Mais leur 2. Je leur mets 2 étoiles, voilà. Pour prévenir tout le monde. Alors Oldelaf, comment trouvez-vous ce programme? Il me semble que vous connaissez Pierre-Emmanuel Barré notamment. Mais tout à fait, mais en fait j'en connais pas mal, il y en a pas mal qui sont des copains quand même dans cette bande-là, donc Bérangère, voilà, on est très, très proches aussi. Le seul que je n'ai pas rencontré, c'est Haroun, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, donc vous avez un très beau programme dans les Yvelines, vous avez la chance. Allez voir tous ces spectacles, absolument. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle d'aller voir d'abord le spectacle que vous produirez demain, samedi 29 janvier, au théâtre de la Nacelle à Aubergenville. Et pour ceux qui ne pourront pas vous voir ce week-end, d'ailleurs, pas de panique, puisque vous reviendrez aussi dans les Yvelines à la MJC de la Selle Saint-Cloud, plus précisément le 21 mai prochain. Tout à fait. Les Yvelines, ça a toujours été un département. J'ai énormément joué dans les Yvelines parce que j'ai des points. Des gens que je connais très bien qui viennent et voilà, qui en viennent, pardon, et donc voilà, c'est ma deuxième maison. Merci beaucoup, Oldelaf. Donc vous l'avez compris, une date aussi historique que le I Have a Dream de Martin Luther King, c'est ce qui a été produit par Oldelaf. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. En attendant justement le concert d'Oldelaf demain, ce sera votre cas, je crois, Bichente. On peut aller aussi faire les boutiques. C'est ça, le Lèche-Vitrine, c'est le dernier week-end des soldes officiellement. Elle se termine le 30 janvier, donc dimanche, même si, comme chaque année, on sait certaines boutiques prolongeront le plaisir. On vous citera pas de lieu précis pour pas faire trop pub, Grégory, mais dans les Yvelines, il y a de quoi faire en centres commerciaux et boutiques de quartier. Au programme également de ce week-end, un rendez-vous du côté de la Commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, une lecture à 2 voix, samedi 29 janvier à 20h30. 2 artistes, 2 femmes, Dominique Raymond et Frédéric Bruyas, interpréteront une lecture inédite spécialement créée pour la Commanderie. Elle regroupera des passages de plusieurs œuvres qu'elles ont interprétées ensemble depuis le début de leur amitié née en 1997, il y a 24 ans. Rendez-vous donc à la Commanderie de Saint-Quentin en Yvelines pour accéder au spectacle. Le prix normal est fixé à 9 €. Bon, ça nous arrive de temps en temps, Bichente. À présent, vous nous parlez d'un after-work.
Oui, ces réunions, mais après le travail et autour Bien d'un sûr. verre qu'on prend entre collègues ou entre étudiants aussi, ça arrive. Et bien du côté du Vésiné, ils ont décidé qu'un jeudi par mois, ça serait plus qu'un verre. L'association Vésiné Live Afterworks organise des rendez-vous musicaux tous les mois dans le foyer du théâtre du Vésiné. Prochaine date du coup, jeudi 3 février avec Tricia Evie. Un rendez-vous pour les fans de jazz que Jean-Baptiste Zalmanski, président de l'association, nous présente. C'est l'Interview Express. C'est l'initiative en fait de deux passionnés de jazz qui, au gré de leur déplacement un peu dans le monde, ont découvert le fait de se retrouver après le travail, d'où les afterworks. C'est un jeudi par mois, dans le foyer du théâtre du Vésiné. On accueille les gens à partir de 19h. On fait venir des clubs dans ce club, des groupes de renommée mondiale. Vous y rencontrez beaucoup de gens, des gens sympathiques, des gens amoureux, des gens qui ont envie de faire partager un certain nombre de choses, d'échanger. Ça doit être un lieu d'échange, un lieu de découverte, un lieu agréable et un lieu un petit peu d'évasion. Par les temps qui courent, on en a pas mal besoin. La prochaine date, c'est Tricia Evie, qui vient avec un quartet, donc piano, contrebasse, batterie. Et chant, bien évidemment. Elle va reprendre des standards du jazz, du zouk, de la pop aussi un petit peu, la chanson française jazzifiée. On aura Pierrick Pédron le 10 mars. Pierrick Pédron, c'est un très grand saxophoniste puisqu'il a été, il a reçu une victoire aux Awards du jazz il y a quelques années. Il viendra lui en quartet également. Et puis ensuite, on aura le 7 avril. Emmanuel Bex, qui vient là en trio, avec son fils à la batterie et un contrebassiste. Et alors pour terminer, Bichente, on se rend du côté de Triel-sur-Seine. La ville sera aux couleurs de l'Asie, très Oui, prochainement. la semaine prochaine, on fête l'année du tigre. Le nouvel an chinois, c'est officiellement le mardi 1er février. Mais à Triel-sur-Seine, on va patienter le 5 pour fêter ça convenablement en plein week-end. Pour ce premier nouvel an chinois organisé dans la commune, les festivités commenceront à 16h par un défilé dans les rues commerçantes de la ville. Au programme Danse des lions et parade des dragons de lumière. Et comme point d'orgue de la soirée, un spectacle de danse et une démonstration d'arts martiaux. Bon, ce n'est qu'un avant-goût et pour en savoir plus, n'hésitez pas à retrouver l'émission 7-8 Culture mardi prochain. Célia Gatsongo parlera de ce nouvel an chinois à Triel-sur-Seine. Merci Bichente pour toutes ces idées de sortie. Merci Grégory. Et c'est déjà la fin de ce 7-8 week-end. Merci de nous avoir suivis. L'information locale qui revient dès lundi en direct à 18h. Et d'ici là, passez un très bon week-end sur TV78.